Nous allons donc écouter notre collègue Dominique Charpin, qu'il est totalement inutile de présenter, titulaire de la chaire d'assyriologie, et qui va évoquer le destin de sa discipline entre les deux rives. Le sous-titre choisi pour notre journée d'études, les affinités électives, pourrait, si l'on songe au roman de Goethe, avoir des connotations tragiques. Et de fait, c'est surtout d'un exemple malheureux que je voudrais vous entretenir aujourd'hui. Après avoir dressé un tableau d'ensemble des 7 assyriologues qui ont occupé une chaire au Collège de France depuis 1874, et qui tous ont été également directeurs d'études à l'École pratique des hautes études, je voudrais en effet m'attarder sur un cas très intéressant, celui d'un enseignant de l'École pratique des hautes études élu au Collège de France, mais non nommé, à savoir le père Scheil. La première chaire d'assyriologie a été créée au Collège de France en 1874 pour Jules Oppert. On est bien dans l'orientation alors souhaitée par Renan. Le Collège de France doit être fait, je cite, de chaires indépendantes où s'enseignent non les branches de la science qui sont faites, mais celles qui sont en voie de se faire. Voici le tableau des 7 titulaires de chaires d'assyriologie qui ont correspondu à 3 intitulés différents si l'on ne tient pas compte du léger changement introduit pour Dorn. À plusieurs reprises, les successions ne se firent pas directement. C'est ainsi qu'aucun assyriologue ne succéda à Fosset lorsque celui-ci prit sa retraite en 1939. Il est vrai que, depuis 1932, Isidore Lévy, jusqu'alors directeur d'études à l'École pratique, occupait au collège une chaire d'histoire ancienne de l'Orient sémitique. Suspendu en 1940, alors qu'il avait 69 ans, il put, à titre exceptionnel, reprendre son enseignement pendant une année en 1945, de façon à compenser l'injustice due aux lois anti-juives de Vichy. C'est donc à Lévy que Dorme succéda, mais avec un intitulé qui reprenait celui d'Oppert et de Fosset, légèrement modifié. On peut d'ailleurs s'étonner que ces préoccupations relatives au monde ouest-sémitique et à la Bible n'y apparaissent pas. René Labatte, qui avait succédé au père Scheil à la 4e section de l'École pratique en 1933, au moment même où Dorme entrait à la 5e section, succéda immédiatement à Dorme au Collège de France en 1952. En 1973, approchant de la retraite et souhaitant que Jean Bottero, son cadet de 10 ans, lui succédât, il voulut éviter une confrontation avec Emmanuel Laroche, exact contemporain de Bottero. Il fit donc entrer Laroche au Collège de France sur une chaire intitulée « Langue et civilisation de l'Asie mineure ». Labatte ne put achever sa dernière année d'enseignement puisqu'il mourut en avril 1974. On connaît la suite. Jean Bottero ne fut pas présenté. Et pendant 12 ans, pour la seule fois depuis un siècle, si l'on met de côté la Seconde Guerre mondiale, l'assyriologie au sens strict ne fut plus enseignée au Collège de France. Emmanuel Laroche occupait cependant le bureau attenant au cabinet d'assyriologie et veillait au bon développement de la bibliothèque. Suite à la retraite de Laroche en 1985, Paul Garelli devint professeur en 1986, reprenant l'intitulé de la chaire de Labatte. À sa retraite, l'habitude s'était prise au collège de laisser un temps de vacances après la fin d'un enseignement. Jean-Marie Durand ne devint donc professeur que 3 ans après le départ de Garelli. De la même façon, je n'ai été nommé que plus de 2 ans après la retraite de Jean-Marie Durand, et avec un intitulé différent, puisque l'accent est aujourd'hui mis davantage sur l'innovation que sur la perpétuation d'une tradition, aussi glorieuse soit-elle. Tel est rapidement tracé le tableau d'ensemble. Si l'on met l'accent sur les rapports entre l'école pratique et le collège, on voit que tous les professeurs du côté impair de la rue Saint-Jacques ont aussi enseigné côté pair. Mais 2 cas particuliers doivent être soulignés. Celui de Jules Oppert, tout d'abord. Avant d'entrer au Collège de France, il enseignait à la Bibliothèque nationale et non aux hautes études. Il n'y fut nommé que bien après son élection au collège, en janvier 1883, avec une direction d'études intitulée Philologie et Antiquité assyrienne, et selon le témoignage de Bernard Rosoulier, je cite, « En notre école,
Un directeur d'études qui n'enseigne pas ne dirige rien du tout. Or, Jules Aupert n'y a jamais enseigné. Il fut d'abord suppléé par Arthur Amyot, qui eut le titre de maître de conférence entre 1883 et sa mort prématurée en 1889, puis par le père Scheil à partir de 1895. Charles Fosset pourrait aussi apparaître comme une exception dans la mesure où il ne fut élu à la section des sciences religieuses de l'école pratique sur une chaire de religion assyro-babylonienne qu'en 1907, donc un an après être devenu professeur au Collège de France, mais il était depuis 1899 à l'école pratique chargé de ce qu'on appelait alors un cours libre sur la religion assyrienne. Par ailleurs, après leur entrée au Collège de France, tous les professeurs de l'école pratique ont continué leur enseignement comme directeurs d'études cumulants, et je dois dire que je constitue de ce point de vue une exception, dans la mesure où j'étais depuis 2005 directeur non cumulant, et où j'ai souhaité que ce poste plein soit conservé, de façon à ne pas réduire le nombre de chaires d'assyriologie en France, déjà fort limité. Ceci donc m'évite cette schizophrénie à laquelle il a été fait allusion tout à l'heure. Une fois ce cadre général rappelé, je voudrais m'attacher à un cas particulier, celui de la succession d'Aupert en 1905. Le père Scheil fut élu au Collège de France, mais n'y devint jamais professeur, et c'est aux événements de l'hiver 1905-1906 que je voudrais consacrer le reste de mon intervention, donc prenant exactement la suite de ce qui a été dit à propos des événements de 1904. Pourquoi m'intéresser à ce cas? Par curiosité personnelle, tout d'abord, j'ai été en 1994 le troisième successeur de Vincent Scheil à l'école pratique des hautes études, après René Labatte et Paul Garelli. J'ai également repris en 2003 le flambeau de la direction de la revue d'assyriologie que le père Scheil a co-dirigé avec François Thureau d'Angin de 1910 à sa mort en 1940. Par ailleurs, j'ai appris de façon totalement fortuite récemment que le frère de mon grand-père avait connu le père Scheil en 1908, au point qu'il envoya à son père une carte postale représentant Scheil avec ces mots « Cette carte pour vous présenter la tête sympathique du père Scheil dominicain, professeur d'assyrien à l'école des hautes études ». Et donc, elle paraît bien lointaine, cette époque où l'on faisait des cartes postales avec le portrait des universitaires. Mais revenons à la grande histoire. La chaire de philologie et archéologie assyrienne, créée en janvier 1874, à laquelle Aupert avait été nommé en mars 1874, a été occupée par lui jusqu'à sa mort en août 1905. Il venait de dépasser les 80 ans. Je rappelle qu'il n'y avait pas de retraite à cette époque. À l'Assemblée du 5 novembre, une majorité des professeurs se prononça en faveur du maintien de la chaire. L'administrateur du Collège de France était à cette époque Pierre-Émile Levasseur, géographe et économiste. Il reçut 5 lettres de candidature, par ordre alphabétique, de Charles Fosset, Joseph Halévy, Vincent Scheil, François Thureau d'Angin et Charles Virolot. Je me limiterai, faute de temps, aux 3 principaux candidats, Thureau d'Angin, Fosset et Scheil. Le plus jeune des 3 était François Thureau d'Angin, qui avait alors presque 33 ans. Il était depuis 1902 attaché au département des Antiquités orientales du musée du Louvre et bénéficia d'une lettre de soutien de Léon Euzet, son directeur. Ses travaux étaient notamment liés aux fouilles de Tello, entamées dans le sud de l'Irak dès 1877. Il s'est très vite affirmé comme le meilleur connaisseur de la langue sumérienne, publiant aussi bien un ouvrage de recherche sur l'origine de l'écriture cunéiforme dès 1898, à 26 ans, que des documents d'archives dans son recueil de tablettes chaldéennes en 1903, ou des inscriptions commémoratives dans son édition des cylindres de Gudea, publiée en 1905. Sa bibliographie comptait également une 40aine d'articles. Charles Fosset n'était l'aîné de Thureau d'Angin que de 2 ans et demi. Il avait donc 36 ans. Excusez-moi pour les 33. La liste de ses travaux commence par rappeler qu'il était ancien élève de l'École normale supérieure, agrégé des lettres, ancien membre de l'École française d'Athènes et de l'Institut français d'archéologie orientale du Caire, docteur ès lettres, chargé de cours à l'École des hautes études, 5e section. Il avait publié peu d'articles, mais il était l'auteur de 3 livres. Le premier était une grammaire assyrienne parue en 1901 avec Scheil comme co-auteur. En 1902 était parue sa thèse de doctorat sur la magie assyrienne.
et en 1904, le tome 1 de son manuel d'assyriologie. Le père Scheil était, avec ses 48 ans, le plus âgé des 3 candidats qui retinrent l'attention. Les archives du Collège de France n'ont pas conservé la liste de ses travaux, mais il est facile de la reconstituer. Il avait publié en 1889 les inscriptions d'un roi assyrien, l'année d'après celle d'un autre. En 1900 était paru son premier volume, issu de son travail en Iran, sur le site de Suse, dans la série des Mémoires de la délégation en Perse, suivi par un autre dès 1901. 1902 vit la parution de son rapport sur les fouilles de Sippar qu'il avait mené en 1894. Toujours en 1902, son principal titre de gloire fut la publication du Code d'Hammurabi. Il avait assisté à la découverte de la stèle en 3 morceaux dans l'hiver 1901-1902 et assura sur place son déchiffrement en à peine 3 mois, un tour de force qui fut internationalement reconnu. Dès 1904, un nouveau livre de textes susiens, suivi par un autre en 1905, au total donc pas moins de 8 livres, dont 5 de textes susiens, sans compter d'innombrables articles. On doit ajouter que les années 1903-1904 avaient été marquées par de vives controverses. Il est vrai qu'au père approchait des 80 ans et que, d'après certains témoignages, son aspect laissait à penser qu'il ne tarderait pas à passer la main. Les hostilités pour sa succession éclatèrent et ce fut Fosset qui ouvrit le feu. Il s'attaqua d'abord directement au père Scheil, dont il critiqua le travail dans un article du Journal des Savants, de façon indirecte, sans le nommer. Et dans son manuel de 1904, Fosset mentionna le Code de Hammurabi, mais la bibliographie omit de citer cette publication sous le nom de Scheil pour l'année 1902, et on relève aussi cette flèche. Heureusement, les fouilles françaises de Suse nous ont déjà rendu de nombreux textes susiens, d'autres encore reviendront à la lumière, et l'on peut espérer que, le jour où les documents trouvés et publiés par la mission Morgan seront étudiés par un philologue, la plupart des difficultés seront surmontées. Une fois de plus, Scheil n'est pas nommé, mais implicitement considéré comme un éditeur de textes auquel il ne comprend rien. Fosset s'en prit également à un des élèves de Scheil, l'abbé François Martin, professeur à l'Institut catholique, qui avait fait paraître en 1903 un recueil de textes religieux assyriens et babyloniens. L'abbé Martin avait été candidat à un prix de l'Académie en même temps que Fosset pour sa magie assyrienne, et c'est Fosset qui reçut le prix Saint-Tour. L'abbé Martin se plaignit de l'irrégularité de la procédure, car à la date de la proclamation du prix, le 13 mai 1904, le livre de Fosset n'avait toujours pas été publié, seules des épreuves avaient été déposées en décembre 1903. Du coup, la polémique enfla entre les deux savants dans le bulletin critique. À la plainte de Martin, Fosset répondit par une lettre très méprisante, à laquelle Martin répliqua, en accusant notamment Fosset de n'avoir pas mentionné l'aide qu'il avait reçue de Scheil dans la rédaction de sa magie. Savoir si Fosset manifestait dans ses attaques seulement son mauvais caractère, ou s'il agissait par stratégie, se positionnant comme, si vous me permettez l'expression, un pur pourfendeur de curé, il est difficile aujourd'hui d'en décider. Lors de l'Assemblée des professeurs du 17 décembre 1905, 5 professeurs firent connaître leur préférence pour Fosset. 2 ont parlé pour Thureau d'Angin. Un seul prit le parti de Scheil, mais Marcellin Berthelot lut également la très longue et louangeuse note de présentation de l'égyptologue Gaston Maspero, qui était absent. Un seul parla fort mollement en faveur de Halévy, personne ne se prononça pour Virolo. Comme il arrive parfois, le résultat du vote ne refléta pas les prises de parole. Je lis le procès-verbal de l'Assemblée. Il est procédé au vote. Votant 38, majorité 20. M. Scheil obtient au premier tour 21 voix. M. Fosset 12, M. Thureau d'Angin 4, M. Halévy 1. En conséquence, M. Scheil est présenté comme premier candidat. Pour la présentation en seconde ligne, le nombre des votants est encore de 38, la majorité de 20. Au premier tour, M. Fosset obtient 23 voix, M. Thureau d'Angin 13. Il y a 2 bulletins blancs. En conséquence, M. Fosset est présenté comme second candidat. Alors c'est un vote qui aujourd'hui peut paraître étonnant, mais c'est parce que nous connaissons la suite. Il nous paraît évident qu'il aurait fallu élire Thureau d'Angin, qui était, et de loin, le meilleur assyriologue des 5 candidats,
Mais n'oublions pas qu'en 1905, il avait seulement 33 ans, qu'il venait juste de faire paraître le volume des inscriptions royales de Sumer et d'Akkad, et que c'est la traduction en allemand de 1907 qui assura la renommée du livre et du savant. Gageons que si Oppert était mort 2 ans plus tard, les choses eussent été différentes. Et à l'inverse, si Oppert était mort en 1901, Scheil n'aurait pas encore accompli son plus bel exploit, l'édition du Code de Hammurabi. C'est donc, en somme, assez logiquement qu'on assista à un duel entre le plus ancien, Scheil, au palmarès impressionnant, et son ancien élève Fosset, au cursus universitaire impeccable. Dans sa séance du vendredi 29 décembre, l'Académie des inscriptions et belles-lettres confirma partiellement le vote du collège. Pour la chaire de philologie et d'archéologie assyrienne, le révérend Père Scheil est présenté en première ligne par 26 suffrages contre 7 donnés à M. Fosset et 1 à M. Thureau d'Angin, et en seconde ligne, M. Thureau d'Angin par 19 suffrages contre 14 donnés à M. Fosset. On peut sans doute voir dans ce vote la marque d'influence de Léon Euzet, qui avait écrit à l'administrateur du collège une lettre de recommandation très chaleureuse en faveur de Thureau d'Angin. Léon Euzet était membre de l'Académie depuis 1874. En mettant Thureau d'Angin devant Fosset en seconde ligne, les académiciens avaient sans doute été plus clairvoyants que les professeurs du collège, mais ils ne furent pas davantage écoutés. L'élection en première ligne de Scheil au Collège de France et sa confirmation par l'Académie provoquèrent un émoi terrible dans le camp des radicaux. Il faut se rappeler que le président du Conseil, Émile Combes, avait interdit le 7 juillet 1904 l'enseignement aux congrégations religieuses et que la loi de séparation des églises et de l'État venait tout juste d'être promulguée le 9 décembre 1905. Grâce à l'amabilité du père Jean-Jacques Pérennes, directeur de l'école biblique et archéologique française de Jérusalem, j'ai eu connaissance d'une lettre inédite de Paul Pinlevé. Ce mathématicien est célèbre pour avoir été notamment ministre de la Guerre, président de la Chambre des députés, président du Conseil, mais tout cela à partir de 1917. En 1905, il avait 42 ans, il était membre de l'Académie des sciences, professeur à la Faculté des sciences de l'Université de Paris et à l'École polytechnique, et sa lettre est adressée à Anatole France, qui n'est pas besoin de présenter. Je me contenterai de dire que les deux hommes, membres de la Ligue des droits de l'homme, étaient fort proches. Voici ce document. Il n'est guère lisible, mais je vais vous le lire intégralement. J'ai essayé comme j'ai pu, mais c'est une mauvaise photocopie. Vendredi. Cher et illustre maître, êtes-vous averti du vote récent du Collège de France relatif à la chaire d'assyriologie ? Vous savez sans doute que le collège a présenté en première ligne le dominicain Scheil, en deuxième ligne Fosset, laïque de 10 ans plus jeune et d'une intelligence tout à fait supérieure. Il n'est pas douteux, d'après son esprit, que l'Académie des inscriptions présentera elle aussi Scheil en première ligne. Donc on est le vendredi 22 décembre. Scheil a pour lui d'avoir déchiffré les lois d'Hammurabi. Mais il faut dire qu'il avait obtenu de son ami de Morgan le monopole des fouilles de Suse. C'est un bœuf de labour, excellent professeur de béaba assyrien, qui a déchiffré quantité d'inscriptions sans aucun sens critique. Fosset a déchiffré beaucoup moins, mais d'une façon beaucoup plus sûre et pénétrante. C'est de plus une intelligence très synthétique, qui a publié les 3 premiers volumes d'une encyclopédie assyriologique, œuvre de tout premier ordre. Il a aujourd'hui 37 ans et a consacré toute son activité à ce travail. Il l'eût sans doute emporté sur Scheil si Maspero, qui a la jalousie inconsciente de toute intelligence synthétique comme la sienne, ne l'eût combattu avec passion, entraînant derrière lui Berthelot. Or, il y a dans le débat une question de principe qu'on ne peut négliger. Est-il admissible qu'on confie une chaire de libre critique scientifique, intéressant l'exégèse biblique, à un dominicain, et c'est souligné, qui ne peut publier une ligne sans l'imprimatur de ses supérieurs ? Le cas de l'abbé Loisy est assez significatif. Une certaine histoire du Père Scheil, que peut-être vous connaissez, ne l'est pas moins à un autre point de vue. Le Père Scheil, dans les inscriptions de Suse, a cru déchiffrer le nom d'un certain Kedorlaomer, cité dans la Bible comme battu par Abraham au temps d'Amraphé. Identifiant Amraphé et Hammurabi, Scheil en déduisait une preuve formelle de l'historicité de la Bible. Le malheur est qu'un Anglais, King, relisant les inscriptions, a montré qu'au lieu de Kedorlaomer, il fallait lire Inur Shamar. La dernière syllabe seule était exacte. King ajoute que l'inscription a subi un grattage, soit par accident, soit autrement, or otherwise.
Si Scheil était nommé, toutes les chaires analogues seront bientôt encombrées de religieux que les congrégations élèveront ces années à la brochette jusqu'au jour où la chaire Gaieté deviendra libre. Si vous trouvez que j'ai raison, voudriez-vous saisir compte de l'incident et lui demander d'en parler à Bienvenu Martin, qui peut parfaitement nommer Fosset? Je crois savoir que Clémenceau dira un mot de l'affaire dans l'Aurore. Il serait indispensable d'agir au plus vite. Pardon de ces 4 longues et ennuyeuses pages. J'espère vous voir dimanche et vous prie de me croire, cher et illustre maître, votre très affectueusement dévoué Paul Painlevé. Alors mon commentaire sera bref. Les attaques sur la valeur de Scheil et sa probité scientifique étaient assez mesquines, il faut le reconnaître. Il est vrai que Scheil publiait vite, souvent trop vite, mais tous les assyriologues furent unanimes à saluer l'exploit que fut l'édition du Code de Hammurabi, donc publiée quelques mois après sa découverte. Et à cet égard, l'emploi du mot monopole est perfide, car il correspond à une réalité, mais une réalité différente. Le monopole que la France avait obtenu des recherches archéologiques en Iran depuis 1895, et en particulier des fouilles de Suse, dont le directeur était alors Jacques de Morgan, Scheil étant son épigraphiste. L'affaire du déchiffrement du nom de Kedorlaomer est montée en épingle, et de fait, Scheil commit une erreur, mais il se tint de manière générale à l'écart des débats très vifs à l'époque concernant l'historicité de la Bible, ne contribuant à son habitude que par la publication de textes nouveaux avec des commentaires réduits au minimum, comme le fragment du récit du déluge qu'il publia en 1898. On doit d'ailleurs souligner qu'un des professeurs favorables à Scheil avait tenu, lors de l'Assemblée du 17 décembre, à citer une lettre du père Scheil pour qui, je cite, « Les livres de l'Ancien Testament comme genre historique et au point de vue scientifique ne se diffèrent en rien de tout autre document de même époque étranger au peuple d'Israël. » Écrire, comme le fait Painlevé en soulignant qu'en tant que dominicain, Scheil ne peut publier une ligne sans l'imprimature de ses supérieurs, n'était pas exact. J'ai vérifié, seul le premier livre de Scheil comporte une imprimature. Je ne parle pas des articles, mais qui ne sont pas très nombreux, dans la revue biblique. Par ailleurs, les mérites de Fosset sont manifestement exagérés. Les, je cite, 3 premiers volumes d'une encyclopédie assyriologique, œuvre de tout premier ordre, sont en réalité les 3 premières parties d'un seul livre paru en 1904, le manuel d'assyriologie, tome 1er, exploration et fouilles, déchiffrement des cunéiformes, origine et histoire de l'écriture, un livre de 468 pages qui ne se caractérise pas vraiment par une intelligence synthétique, puisque c'est un résumé des découvertes et controverses du dernier demi-siècle. Painlevé terminait sa lettre en indiquant « Je crois savoir que Clémenceau dira un mot de l'affaire dans l'Aurore. Ce fut plus qu'un mot. Dans le numéro de l'Aurore du samedi 30 décembre 1905, Clémenceau consacra à l'affaire pas moins de 2 colonnes à la une, sous le titre « Saint-Dominique au Collège de France ». J'aurais bien aimé vous citer intégralement ce morceau d'anthologie, mais enfin, le temps passe, donc je me contenterai d'un certain nombre d'extraits que je entrecouperai de commentaires. Les chaires d'assyriologie du Collège de France étant à pourvoir, les professeurs de cet établissement se sont réunis selon l'antique privilège pour indiquer au ministre un candidat de leur goût. Mais là où il fallait apparemment un assyriologue, ils ont préféré un dominicain. Si le révérend père Scheil avait été désigné par une assemblée seulement composée d'orientalistes, le choix qu'on a fait de lui signifierait du même coup sa compétence. Mais l'Assemblée des professeurs du Collège de France comprend une majorité de mathématiciens, de physiciens, de chimistes, de naturalistes, de latinistes et d'hellénistes. Ces savants se sont donc trouvés dans la même obligation qui se fut imposée au premier venu de s'enquérir à cette occasion des titres du candidat. Par quel éclat de mérite leurs suffrages ont-ils été déterminés ? Ici, on ne peut s'empêcher de s'étonner, puisque, mine de rien, Clémenceau remet en question le mode d'élection des professeurs au Collège de France. Il poursuit. Le dominicain a d'abord bénéficié de ce premier argument que sa candidature passait pour n'être point déplaisante à M. Maspero. L'éminent égyptologue est un peu trop porté, dit-on, à se considérer comme un roi nécessaire en une matière où, d'ailleurs, il a marqué de façon si lumineuse son action personnelle. Il préfère trop évidemment des sujets à des rivaux, des égaux. Il est vrai que Maspero a soutenu Scheil de tout son poids, mais on doit rappeler qu'il était absent lors du vote. Par ailleurs, ses collègues ne l'ont pas totalement suivi, puisque Maspero avait commencé par écrire dans sa lettre « À mon avis, Scheil devrait être présenté en première ligne et Thureau d'Angin en seconde, au choix du ministre ». Maspero avait sans doute raison, mais il n'a pas été suivi pour la seconde ligne.
Clémenceau attaque ensuite Berthelot, lui reprochant de s'en être remis au jugement de Maspero, mais du coup d'avoir entraîné nombre de ses collègues, et implicitement, il voulait dire ceux d'entre eux qui étaient, comme Berthelot, libres penseurs. Clémenceau dénonce ensuite le rôle joué par Louis Liard, alors vice-recteur de l'Académie de Paris, et j'ajoute, connu comme franc-maçon, donc en soutenant Scheil, traître à la cause. Toutefois, le mérite décisif du dominicain fut sans conteste la protection dont l'entoura le vice-recteur de l'Académie de Paris, M. Liard, assez ouvertement pour que le bruit en soit parvenu à des oreilles profanes. Il allait jusqu'à annoncer que le ministre de l'Instruction publique et des Cultes verrait plutôt d'un œil favorable l'élection du moine. Les professeurs du Collège de France furent appelés à voter sur cette impression. Sous cette pression, serait-il peut-être plus exact de dire. Et il continue. La décision dernière reste néanmoins à M. Bienvenu Martin. Quelques nominations qu'ait pu lui suggérer l'Assemblée des professeurs du Collège de France, et de quelque appui que l'Académie à son tour se soit empressée de soutenir, le révérend Père Scheil, le ministre peut et doit se refuser à installer le dominicain dans la chaire d'Oppert. Que si au contraire M. Bienvenu Martin reste soucieux de documentation personnelle en vue d'un choix éclairé, il ne pourra malheureusement pas prendre l'avis du seul homme qui eût été absolument autorisé en l'affaire. Mais enfin, si Oppert n'est plus, les paroles d'Oppert restent, ses écrits d'eux-mêmes, et le premier universitaire venu sera à même d'apprendre à M. Bienvenu Martin que l'opinion de M. Oppert sur celui dont certaines intrigues voudraient faire son successeur allait de l'une à l'autre de ces deux alternatives, ou un imposteur, ou un ignorant. Alors on pourrait s'étonner que Clémenceau écrive cela à propos du jugement d'Oppert sur le Père Scheil. En effet, c'est Oppert qui choisit de faire de Scheil son adjoint à l'école pratique, après la mort d'Amyot, donc en 1895, et j'ai eu d'autres curiosités. En consultant la base Léonore, c'est-à-dire les archives de la grande chancellerie de la Légion d'honneur, je me suis également aperçu que Scheil reçut les insignes de chevalier en janvier 1901 des mains d'Oppert, qui était officier de l'ordre et qui avait été à l'initiative de cette décoration. Mais il semble que c'est à partir de ce moment-là que la jalousie d'Oppert à l'égard de Scheil se développa, et Aussoulier a fait remarquer, je cite, qu'il est à peine croyable que le code de Hammurabi n'ait jamais fait l'objet d'une communication à l'Académie, par exemple. Et il y eut un article d'Oppert dans les comptes rendus de l'Académie de mai-juin 1904, où Oppert reprocha à Scheil d'avoir publié une inscription sans identifier le nom du roi perse qui s'y trouvait, et pire, d'avoir ensuite répondu à Oppert en refusant de suivre les corrections que celui-ci avait ensuite proposées. Oppert fut tout sauf courtois dans son attaque, qu'il termina de cette façon. « Nous reconnaissons volontiers que le Père Scheil a contribué à l'extension de nos connaissances par ses fouilles et par la publication des textes inédits, et qu'il a ainsi contribué aux découvertes de ses prédécesseurs et maîtres. » Paf. Nous nous garderons bien de ne pas reconnaître ses mérites, et nous n'imiterons pas notre disciple dans la discrétion qu'il a observée à l'égard de ses devanciers. Repaf. Nous n'oublions pas que le droit qu'on veut enlever aux autres, on le leur donne contre soi-même. Quand on veut diminuer la valeur de quelqu'un, on amoindrit la sienne propre dans la proportion même dont on se sert contre autrui. C'est l'application morale de la loi d'Archimède que le poids de l'objet diminue autant que pèse le volume d'eau déplacé par l'immersion. Dans cette formulation plutôt laborieuse, Oppert se crut certainement spirituel, mais aussitôt, l'assyriologue allemand Peiser prit fait et cause pour Scheil, qualifiant à la une de l'Orientalische Literaturzeitung l'attitude d'Oppert de invidia doctorum. Il est difficile de ne pas penser qu'Oppert, sentant sa mort prochaine, voulut écarter Scheil de sa succession, et sur ce point, Clémenceau avait sans doute raison. Alors, Clémenceau, pour en revenir à son article de l'Aurore, fait ensuite ses choux gras de l'affaire de Kédor-Laomer dont j'ai déjà parlé, et il ajoute « L'aventure de l'abbé Loisy a d'ailleurs assez prouvé qu'en matière d'écriture, de révélation, de dogme, il faut ou renoncer à penser librement, ou rompre avec l'unité romaine. » Mais le révérend Père Scheil n'a jamais eu à craindre de se trouver en un tel embarras, toute sa prétendue science assyriologique n'étant utilisée par lui que comme un moyen plus moderne de propagation de la foi.
Si le dominicain l'emportait sur ses concurrents laïcs, car il en est, et dont les titres supportent avec les siens une comparaison plutôt avantageuse, il serait donc acquis que l'établissement fondé par François Ier pour lutter contre la Sorbonne cléricale du XVIe siècle et défendre la libre critique contre l'esprit dogmatique s'est adjoint un disciple du fondateur de l'Inquisition. Clémenceau reprend lui aussi la thématique de l'Institut catholique se préparant à placer, je cite, une troupe de jeunes abbés dans les tout prochaines chaires vacantes à l'université et conclut « Une seule excuse pourrait être invoquée par l'université laïque en train de faire appel à ses pires ennemis, le fait d'une compétence indiscutable, absolue, unique. Comme ce n'est pas du tout le cas, je fais à M. Bienvenu Martin l'honneur de supposer qu'il sera à la hauteur de son devoir. Il ne suffit pas de rhétoriquer l'anticléricalisme, il faut encore être capable de le vivre. » Formule finale percutante, mais on ne peut s'empêcher de trouver le raisonnement imparfait, car même en écartant Scheil du collège, il restait à l'école pratique. Et par conséquent, le moine pouvait continuer, sous prétexte d'assyriologie, à propager la foi auprès de la jeunesse au sein de l'université laïque. Maspero avait d'ailleurs bien compris le danger, et sa présentation lors de l'Assemblée du 17 décembre avait été sur ce point très habile, rappelant que Scheil fut en novembre 1895 nommé maître de conférence pour l'assyrien à l'École des hautes études sur la recommandation de M. Guillès, alors ministre des colonies, par M. Combes, alors ministre de l'Instruction publique. Mais cette précaution se révéla inutile. Contrairement à ce qu'on croit souvent, en décembre 1905, Combes n'était plus président du Conseil. Depuis le 24 janvier, il avait été remplacé par Maurice Rouvier. Et au sein de son cabinet, le ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts était M. Bienvenu Martin. Comme Clémenceau et d'autres le lui avaient suggéré, et comme il en avait le pouvoir, il choisit de nommer Fossé comme professeur, et ce dernier accepta. Le décret de nomination, conservé aux archives du collège, date du 17 janvier 1906. Donc ce cas est différent de celui de Brunetière dont on a parlé tout à l'heure, mais Antoine Compagnon m'a rappelé un cas un peu identique qui s'est passé en 1903 pour la chaire d'Histoire générale des sciences, où le candidat favori à la succession de Pierre Lafitte était Paul Tannery, mais le ministre de l'Instruction publique de l'époque, qui était Combes, qui était Joseph Chaumier, lui préféra le candidat proposé en seconde ligne par le Collège et l'Académie des sciences, Grégoire Viroubov, cristallographe, positiviste, donc qui a été élu. Au moment où Fossé fit sa leçon inaugurale, l'administrateur eut peur de manifestations d'hostilité et les archives du Collège de France conservent une lettre de l'administrateur au préfet de police en vue de prévenir des troubles au cours d'ouverture de Charles Fossé. Je n'ai pas le temps de vous la lire, mais elle est extraordinaire. Je n'ai pas trouvé d'indice indiquant que les événements redoutés se soient produits. L'Institut catholique ne lâcha pas ses hordes de jeunes abbés et les moines restèrent dans leur couvent. Scheil eut cependant des lots de consolation. Les professeurs de l'école pratique voulurent réparer la justice faite à leurs collègues. Scheil n'était en effet à la mort d'Oppert que directeur d'adjoint, et dès l'année 1907-1908, il apparaît dans l'annuaire avec le titre de directeur d'études. Et enfin, en décembre 1908, l'Académie des inscriptions et belles-lettres l'accueillit comme membre avec le beau score de 30 voix sur 33. Vous voyez comment, en 1905, l'histoire de la syriologie et celle de nos deux institutions, l'école pratique des hautes études et le Collège de France, rencontra l'histoire de France. Et je terminerai en vous montrant ce buste de Scheil qui se trouvait naguère à la Sorbonne, à l'entrée de la 4e section. Sur le socle figure une inscription qui signifie « serviteur du dieu Nabou, le dieu babylonien de l'écriture ». Pour un frère prêcheur, quelle meilleure façon que ce trait d'humour pour répondre aux attaques dont il avait fait l'objet. Je vous remercie de votre attention.